Essayez de parler assez fort. Oui, d'accord. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. C'est un exercice un peu difficile, mais Seekig est une entreprise agricole. Nous faisons du kiwi du côté de Pérorade. On représente à peu près 15% du volume français de kiwi. C'est une entreprise qui est née dans les années 60 avec la volonté d'un pionnier, ingénieur agronome revenu du Maroc pour aider sa famille qui faisait de la pêche, qui était en train d'être détruite par une maladie dans les pays de l'Adour. Et il est arrivé avec plusieurs plantes, dont le kiwi qui a résisté au gel et qui s'est avéré être une plante d'avenir. Et c'est comme ça qu'il est devenu le premier exportateur mondial de kiwi avec un tout petit volume. Et puis petit à petit, l'entreprise s'est agrandie. Elle s'est constituée dans sa forme actuelle à partir de 1978 avec un bureau de vente, une station de conditionnement et un regroupement d'agriculteurs. On travaille à peu près avec 170 agriculteurs. Ce n'est pas un statut coopératif, c'est une ESA de commercialisation avec une station privée de conditionnement. Donc ça nous engage vis-à-vis de nos producteurs à avoir une relation fournisseur un peu spéciale, puisque ce sont des fournisseurs et en même temps on a besoin d'eux parce que c'est pas de l'achat, on s'engage sur un prix rémunéré, donc pour qu'eux aussi aient un revenu suffisant pour pouvoir continuer leur activité. Donc on n'est pas une coopérative, mais un engagement réciproque avec notre producteur pour être le considérer aussi bien comme un fournisseur que comme un client, puisqu'il est client pour un service. Donc ça, c'était la première étape de l'approche développement durable de Seekig, c'est déjà de consolider cette relation avec ses producteurs. Et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans les démarches, on est arrivé sur la nécessité de travailler encore plus près au niveau des équipes. L'historique de l'entreprise au niveau qualité commence en 1996 avec la mise en place d'une ISO 9002 à l'époque, et aboutit 2 ans plus tard par la mise en place de cahiers des charges liés à la production, comme du label rouge, de l'indication géographique protégée. Là, on est dans les certifications agricoles, mais pour aussi consolider la définition du produit au niveau du client, au niveau du producteur, et pouvoir faire un peu de marketing dessus, et puis s'en servir comme d'une bannière vis-à-vis du personnel. On s'est mis à mettre du label rouge sur les blouses, sur les casquettes, faire venir FR3, enfin motiver les gens autour d'un projet lié à un produit de qualité supérieure. Donc ça, c'était les premières étapes. En même temps de ces premières étapes, on était sur la conformité réglementaire, parce que le monde agricole avait besoin aussi d'évoluer. Ça, je parle des années 96-2000. Et ça a abouti avec l'obtention du prix Aquitaine de la qualité en 2000, qui s'est concrétisé par le prix français de la qualité en 2003, devant des Japonais fabricants de climatiseurs. Ça, c'était un moment assez magique. Et ça a continué aussi, ça a contribué à continuer à motiver les équipes et à accompagner le développement de l'entreprise, parce que d'une usine on est passé à 3, on a triplé les volumes, on a augmenté le nombre de producteurs, on a augmenté le nombre de personnel, aussi bien permanent que saisonnier, avec toujours quand même une grosse proportion de personnel saisonnier. On travaille très peu avec des intérimaires, donc fidéliser du personnel saisonnier, c'est pas forcément simple, parce que c'est généralement des gens qui ne sont pas qualifiés, qui arrivent là parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Il faut leur donner envie d'adhérer à notre projet. Parce qu'au départ, on se dit c'est des saisonniers, ils n'ont pas de diplôme, on peut embaucher n'importe qui pour créer du kiwi, il n'y a pas besoin de savoir-faire. Bon, en théorie, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'on a quand même une manière de faire, un savoir-faire qui nous est propre, qui a été consolidé par les démarches de certification de produits d'entreprise, et que ce savoir-faire, pour le retransmettre, il faut peut-être qu'une seule journée par personne, mais si on multiplie par le nombre de personnes qu'on embauche, une saison, ça peut être 120 personnes saisonnières qui arrivent pour une équipe de 25 personnes. Donc c'est un investissement en formation qui est important. Et puis on se rend compte aussi qu'un autre enjeu, c'est la pérennisation des savoirs. Même si on n'est pas sur de la haute technologie et qu'il n'y a pas de brevet chez nous, ça n'empêche qu'il y a quand même un savoir-faire. Et s'il faut reformer tout le monde chaque rentrée, c'est de l'argent, c'est du temps qu'on ne consacre pas à faire autre chose. Donc le volet social pour nous, c'est aussi un enjeu de compétitivité, pour justement pérenniser ces savoirs, faire que les gens, tout de suite, ils arrivent, ils savent déjà faire. On fait juste une petite révision et puis c'est reparti. Ils sont capables de faire du tutorat. Bon, c'est du b.a.-ba, mais quand on est dans une entreprise agricole avec majoritairement du personnel saisonnier, c'est un véritable enjeu. Et il a fallu qu'on passe toutes ces étapes depuis 1996 pour se rendre compte que les gens, ils ne sont pas remplaçables comme ça. En théorie, oui, quand on a les moyens, mais finalement, on est bien content d'avoir un taux de retour qui ne soit pas trop mauvais. Et là, bon an, mal an, sur la période où on réduit les effectifs, on est à peu près à entre 40 et 60% de taux de retour.
40, 60 Entre 40 et 60%. Vous allez voir. De gens qui reviennent. Ouais. Donc je vous disais, l'entreprise cyclique, c'est un groupe d'entreprises. On a le bureau commercial qui achète et vend les kiwis. Ils achètent les kiwis aux producteurs et ils les vendent à ses clients. Une station de conditionnement qui trie, qui stocke, qui met en frigo. On récolte au mois de novembre, on stocke les kiwis pendant jusqu'à 8 mois. Donc c'est un gros travail de gestion du froid. Et on travaille avec des producteurs qui, quand ils nous ont livré la récolte, eux, ils sont tranquilles, mais ils doivent déjà penser à la récolte prochaine. Et en ce moment, on a un véritable enjeu, puisqu'il y a une maladie dans une variété et qui décime progressivement la totalité des vergers. Donc on est en train de rentrer dans une phase de remplacement avec une nouvelle variété. On sait que ce n'est pas la bonne encore. Et c'est juste celle qui nous permet d'attendre qu'il y en ait une qui sort des laboratoires de recherche. Donc c'est aussi un contexte compliqué. Comment rassurer le personnel de l'entreprise alors qu'on nous dit, regardez les vergers, les uns après les autres, on les coupe. Par chance, la variété principale n'est pas touchée encore. Mais c'est une pandémie mondiale, donc on est tous face à ce problème-là. Donc il y a 2 ans, on a géré, quand ça a commencé à apparaître, cette maladie, on a géré beaucoup d'angoisse au niveau des équipes. Parce qu'il faut savoir qu'on a des personnels saisonniers qui reviennent depuis 20 ans. Donc pour eux, c'est très important. Donc voilà, rapidement, Cyclique c'est depuis 1978, Henri Pedluc son fondateur, la photo c'est Julien Pedluc, notre PDG actuel, qui est le fils du fondateur de l'entreprise. Il a le prix français dans la main, voilà, sur la photo. 15% du volume national de kiwis, des kiwis jaunes et des kiwis verts, ça j'ai pas pensé, j'aurais pu en enlever. Et c'est là qu'on s'est construit sur une image de qualité. Moi, quand je suis arrivée en 96, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de bon de livraison, les producteurs ils arrivaient, repartaient, c'était un vrai moulin à vent. Aujourd'hui, c'est pas possible, tout est organisé, il y a des systèmes informatiques, il y a de la traçabilité, il y a des bons d'apport, il a fallu former tout ce monde-là. Et c'est grâce aux différents systèmes, notamment ISO 9001, qu'on s'est construit. Et l'ISO 9001 est aujourd'hui notre colonne vertébrale. 14 millions de chiffres d'affaires, 45 équivalents temps plein lissés sur l'année, sachant qu'en réel, on n'est que 25. Donc voilà, 25 permanents. Les métiers, c'est des métiers très simples, des métiers de cariste, de triage, d'emballage. On met les cartons sur une machine, de palettisation et de contrôle qualité. Ça, c'est les postes qu'on propose. Ça reste des choses très simples. Voilà, ça c'est intéressant, parce qu'on voit qu'en période de récolte, l'effectif permanent, c'est ça. 78% de personnel saisonnier. Donc cette petite équipe-là gère 78% de nouvelles personnes qui ne sont là que pour un mois et qui font une opération qui ne dure qu'un mois. C'est la récolte et la préparation du tri et la mise en froid, et que si on la rate, on a raté toute l'année. Donc c'est un énorme effort fait sur une période très concentrée et qui après conditionne tout le reste. Parce que si on a mal récolté, si on a abîmé les fruits quand on les a triés, si on les a mal mis en frigo au mois de novembre, et bien entre décembre et juin, on va gérer que des problèmes de fruits qui mûrissent trop vite, des fruits qui ont reçu des coups. Donc former les gens à ce moment-là, c'est un enjeu majeur. Et petit à petit, on s'est rendu compte que l'effort, il fallait vraiment le mettre tout de suite très fort, parce qu'après, on emportait les fruits. Donc en matière de gestion des hommes, forcément, c'était un élément important. Après, ça se lisse. On voit que là, 78% de personnel saisonnier, on tombe à peu près entre 50 et 60. Et puis petit à petit, nos stocks se vident, parce que nous on ne fabrique rien, on reçoit une récolte et on la vend jusqu'à l'épuisement. Et petit à petit, le nombre de saisonniers s'en va pour finalement terminer avec le personnel permanent qui gère la fin de la saison, le nettoyage, etc. C'est la même chose, d'une autre manière, puisque là vous avez l'effectif. Donc ça c'était sur les données de la récolte l'année dernière, on avait 130 personnes sur le pic de novembre. Alors que nous, notre effectif, il est à 25. Alors, voilà, ça c'est juste pour dire, avant de démarrer la charte sociale, on a quand même travaillé sur les règles du travail ensemble, et c'était le règlement intérieur, tout simplement. Qu'on fait évoluer tous les ans, qu'on remet dans notre durée d'accueil. Parce que quand on reçoit les équipes, on leur fait une grand-messe, on appelle ça la grand-messe, ça dure 3 heures. Et on leur donne le règlement intérieur, on leur donne les consignes, on fait visiter l'entreprise, on donne les issues de secours, on les équipe de pied en cap, on leur fait signer leur contrat de travail, on les prend en photo pour ceux qui ont besoin d'autorisation interne, on concentre tout sur 3 heures. Et
les règles de travailler ensemble, c'est le règlement intérieur, tout ce qui est horaire et retard, les problèmes d'absentéisme, les problèmes de tabac, d'alcool, de drogue. En période de récolte, on a des teufeurs, là, ceux qui se baladent avec leur fourgon, qui sont là que pour un mois, qui la vie est belle, mais bon, il y a quand même un règlement à respecter, parce que parfois c'est pas toujours simple, quoi. Du coup, on reprécise les zones fumeurs, on reprécise l'importance de la propreté du site, on redéfinit les zones de repas et de pause, parce que chez nous, c'est énormément de caisses en bois, ça peut brûler partout. Notre principal enjeu, c'est l'incendie. Et puis voilà, les trucs de partout. C'est pour dire que voilà d'où on arrive. C'est un règlement intérieur très extraordinaire. Et puis un volet sur la sécurité, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais la seule chose, c'est qu'on a 40% d'effectifs permanents qui est SST. Après, ça se dilue. Hein. Quand vous avez 150 personnes, c'est plus 40%. Forcément, les gens qui sont formés sont des gens qui sont permanents. On explique les dangers principaux comme les problèmes de chambre froide. Les risques de circulation chez nous, c'est essentiellement de la manutention, avec des chariots qui circulent dans des espaces qui sont parfois très étroits. Et une importance dans le travail des caristes. Donc ça fait partie des volets de formation à la rentrée. Et à partir de ces choses qui sont obligatoires, comment est-ce qu'on a organisé l'écoute du personnel? Alors depuis 2005, on tourne autour du sujet, on a fait une enquête régulièrement, 2005, 2006, 2008. La dernière, c'était le GPS. Certains ont peut-être déjà entendu parler du GPS. C'est l'ARACT Aquitaine, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui propose une GIOS des perspectives sociales, ça s'appelle. C'est un diagnostic, une enquête du personnel, qui viennent faire chez vous. Alors, ils vous demandent de créer un petit groupe pilote de la démarche, diffuser le questionnaire à ceux qui le veulent, et après, avec une enveloppe T, déjà timbrée, ils remplissent leur questionnaire, ils mettent dans l'enveloppe et ça arrive à l'ARACT. Ça ne passe même pas par la direction d'entreprise. Comme ça, c'est sûr, il n'y a pas de filtre. On ne va pas dire, oui, mais mon chef, dès qu'il va avoir mon questionnaire, il va le mettre à la poubelle. Non. Là, on vous respecte, on vous fait confiance, on vous donne le questionnaire, vous le mettez dans l'enveloppe et c'est dépouillé par l'ARACT. Nous, on paye, je ne sais plus combien, 5 € du formulaire dépouillé, un truc comme ça. Et après, on a la restitution finale de comment les gens se sentent dans l'entreprise, comment ils vivent le positionnement hiérarchique, la communication, est-ce qu'ils sont clairs dans leur mission, est-ce qu'ils croient en l'avenir de l'entreprise, est-ce qu'ils sont bien à leur poste, est-ce qu'ils gèrent du stress, est-ce qu'ils subissent des harcèlements, enfin bon, ça va dans tous les sens. Et donc la dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 2010. Et en parallèle de ça, on a eu la chance de rencontrer une fille qui était en mémoire de fin d'études de Master 2 en psychologue du travail. C'était son dernier mémoire à faire avant d'être psychologue du travail. Et elle cherchait des entreprises cobayes pour faire une enquête sur la qualité de vie au travail. Et elle est venue faire ça au mois de juin, quand on n'a plus de kiwi, quand les gens sont détendus. Et ça a été formidable. Elle a fait ça comme ça, elle nous a dit bon, on va lui rendre service, on va être sympa avec elle. On n'a absolument pas présenté ça comme c'est un audit social, la direction s'engage, tout ça. On y est vraiment tranquille. Et les gens qui ont été entretenus par cette jeune personne, c'était que du volontariat. Ils ont trouvé ça super. Et moi, j'ai constaté une modification de climat avant-après. Parce qu'ils avaient été écoutés. Et nous, on avait eu un compte rendu. Après, reste à voir avec la direction, est-ce qu'on veut prendre en compte ce compte rendu ou pas. Donc ça, c'est encore pas trop franchi. Je reviens sur l'écoute du personnel pour dire que les taux de réponse sont souvent très faibles. Les gens, ils n'y croient pas. On a beau les rassurer. Et quand on a fait le GPS, les 2 GPS qu'on a fait, c'est celui de 2005 en 47% et celui de 2010 à 60%, là où ils sont sûrs que personne de l'entreprise ne dépouillera leurs enquêtes. Ce sera fait par une personne neutre à l'extérieur et là ils peuvent y aller en toute confiance, il n'y aura pas de représailles, c'est toujours la peur. On est aussi dans des, je ne sais pas vous, mais nous on est dans des journalistes d'usine, hein. Donc la cocotte minute parfois est un peu sous pression. Bon, les résultats. Ce qui était intéressant pour nous, c'était de comparer tous les résultats d'études d'une année sur l'autre sur ces paramètres. Notamment, on était ravis de voir qu'on avait quand même on avait bien progressé sur les objectifs globaux de l'entreprise, même si on voit un recul entre 2008 et 2010. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu une augmentation d'activité, donc on a peut-être un peu bu la tasse au niveau de la communication avec les équipes. La prise en compte des avis et des suggestions, en 2010, avait reculé. Mais
aussi, on était face à une année gigantesque, donc on n'a peut-être pas trop pris le temps. Non, on n'a pas le temps. Là, on est sur la saison, probablement. Les relations avec le responsable direct restaient encore à améliorer. Les conditions de travail restaient bonnes. Les relations internes, on était quand même toujours vers le bon. Et la prise en compte des besoins en formation avait un peu de recul, et la reconnaissance au travail, pas bon du tout. Donc nous, on a travaillé avec ça, et on a essayé de déboucher sur des actions. À partir de 2010, on s'est fait un plan d'action en ressources humaines. Ça a débouché sur 3 recrutements pour améliorer la communication au travail. On a fait une cantine pour améliorer les pauses. On a commencé le Lean, avec notamment des rituels de communication. Donc là-dessus, vous avez 2 ans qu'on y va pas à pas, mais ça y est. Bon, je pense qu'on a trouvé le bon rail et que là, on est en train de bien avancer, puisque maintenant, c'est les chefs d'équipe qui sont demandeurs. Donc on n'est plus seulement sur une demande de la direction qui dit « bon, alors maintenant, on va faire ça ». Puis l'équipe qui dit « oui, bon, ils vont encore nous inventer quelque chose et ce ne sera jamais mené jusqu'au bout ». Et ça y est, maintenant, c'est parti. Les sujets qui les avaient intéressés le plus sur l'enquête de 2010, c'est améliorer la communication. On voit que sur l'organisation, c'était quand même bien amélioré. Il y avait une grosse vague de recrutement en 2006 déjà, notamment sur des chefs d'équipe intermédiaires. Amélioration des relations internes, donc ça c'est le climat de travail en réalité. Améliorer le management, la transmission des informations. L'environnement de travail au niveau matériel, c'est notamment pour ça qu'on a fait une cantine. On n'a pas terminé, on a un plan d'investissement pour mettre davantage de locaux sociaux. Et puis la reconnaissance et notamment le calcul des prix. Voilà ce qui est ressorti du 2010. Juste les grilles-là, c'est fait uniquement sur les permanents ou aussi sur les saisonniers qui reviennent? Nous, on fait l'enquête toujours. En juin, vous avez moins de monde? Ouais, c'est ça. Donc sur la période février-mars, là où on est à peu près stable, vous avez vu qu'à un moment, on est à peu près à 60% de saisonniers. Bon, ben, on fait à ce moment-là. Et c'est ouvert à tous, permanents, saisonniers, cadre, pas cadre, enfin, qui veut répond. C'est ouvert franchement à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que sinon on serait vraiment tronqué, parce que les permanents, ils ont un type de poste qui sont plutôt dans les fonctions d'encadrement ou de chef d'équipe. Donc là, par exemple sur le management, c'est un appel fort des saisonniers. Quand on a un pic comme celui-là, l'environnement de travail, c'est pareil. Est-ce qu'il y a assez de casiers pour poser mes affaires? Est-ce qu'il y a assez d'endroits pour faire ma pause? Là, par exemple, on a agrandi les pauses. On a, tout bête, après cette enquête, non seulement on avait un distributeur de boissons chaudes, mais on avait un distributeur de sandwich. Bon, c'est parfois des toutes petites choses, mais sur l'environnement de travail, c'est celui qui n'aime pas faire sa gamelle le midi, il va s'acheter un sandwich. Et comme l'entreprise participe, ça reste dans son budget, ça va bien, quoi. Au niveau de la formation, vous avez mis des choses en place? Alors, on a réorganisé la formation au niveau des saisonniers, parce que on voit que sur 2006, bon, alors voilà, ça c'est ton poste, hein. On met la machine en route, tu te débrouilles, c'est à peu près ça. Bon, j'exagère, je force le trait, mais on a vraiment investi sur la formation. Par exemple, l'intégration sur le premier atelier qui se met en route dure 3 jours maintenant. On fait 3 fois 3 heures de formation par équipe, parce que c'est 3 équipes qui se suivent. Normalement, c'est 3 fois 6, 3 équipes de 6 heures. Donc là, nous, on se fait une grosse journée, on fait 3 équipes de 3 heures et on se forme 3 jours de suite, 3 équipes de 3 heures. Et puis petit à petit, on se met à travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs dans le tri, que tout le monde connaisse bien son travail. Et on a commencé à faire des formations en salle aussi pour mieux expliquer le contexte de l'entreprise, les enjeux de l'entreprise. Nous, on a des enjeux sur la traçabilité des produits, donc comment repérer les codes couleurs sur l'identification des différentes caisses qui nous servent à transporter du kiwi. Donc on a nommé des référents. Et on a vraiment structuré des phases de formation. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive après à des passeports internes. Parce qu'on a, par exemple, sur les contrôles qualité, sur chaîne, moi j'ai constaté qu'il me fallait bien 2 ans pour avoir une bonne contrôleuse qui connaisse toutes les finesses du poste. Ça mérite de délivrer un passeport interne, voilà. Je reconnais toutes tes compétences, ça y est, tu es au niveau maximal, maintenant tu es confirmé, tu peux former quelqu'un d'autre. Donc ça, on fait de manière informelle.
Et je pense que c'est quelque chose vers lequel on ira, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens comme Bonduel, le Géant Vert, Ceretram, d'autres entreprises de l'agroalimentaire, les postes de contrôle, pas les mêmes critères, on contrôle du poireau, de la carotte, du maïs, du kiwi, mais les méthodes sont exactement les mêmes. Et je suis persuadée qu'on pourrait faire des passeports transverses qui leur permettraient d'augmenter leur employabilité. Donc déjà, c'est tacite. Parce que moi, quand j'ai une contrôleuse qui arrive de chez Bonduel, c'est sûr, si elle n'a pas autre chose entre-temps, on va l'apprendre, parce que je connais les méthodes là-bas, c'est pratiquement les mêmes que chez nous. Elle va être opérationnelle tout de suite, pour nous c'est tranquille, quoi. Elle va même apporter des améliorations, parce qu'elle aurait vécu autre chose dans un autre process. Donc on a commencé, chez nous c'est des petits pas, mais sur le volet formation comme ça. Donc déterminer les postes clés qui avaient besoin de formation, les ateliers sur lesquels il y avait des gros enjeux, et nous, le gros atelier, c'est tout ce qui reçoit la récolte, la tri, avant de la mettre en chambre froide. C'est la première étape, et c'est là où on passe 3 fois 3 heures, en 3 jours, 3 heures de formation par jour, pour être sûr que tout le monde connaisse bien son travail et qu'on n'ait pas d'erreur. Et cette année, on a même renforcé cet atelier-là avec davantage de présence de permanents, parce que c'est un atelier qui travaille avec 90% de saisonniers. Donc pour fiabiliser encore les savoirs. Les relations internes, c'est là où je dis qu'il y a eu des recrutements de fait. Au niveau du management, c'est pour ça qu'on est parti sur le Lean, avec notamment la mise en place de rituels de communication. Parce que nous, on est sur du frais, les commandes arrivent jusqu'à 11h, avec des camions qui commencent à partir de 15h. La veille, on ne sait pas ce qu'on fabrique demain. On a une vague idée, mais précisément, on ne sait pas. Donc on sait qu'on commence à 7h le matin, mais on ne sait pas si on finit à 5, à 6 ou à 7. Donc c'est des grosses journées. Et au mieux on anticipe, au mieux on les informe. Donc ça oblige à ce que toute la chaîne soit plus claire. C'est-à-dire que le client, il s'astreint à dire 2 jours avant s'il va commander ou pas, que le service commercial le transmette, que la station au niveau de l'ordonnancement le transmette, et que le chef d'équipe soit capable de dire à son équipe, bon, je préviens, demain on commence à 7h, et c'est sûr, à 5h on aura terminé. Donc vous organisez les nounous, tout ça. On a jusqu'à 80% de personnel féminin. Donc ça faisait partie des points qui étaient remontés, surtout les jeunes mamans, qui n'ont pas forcément une mamie disponible pour gérer les fins de journée. Donc on est d'aller pas à pas. Au début on disait bon à 15h vous saurez à quelle heure vous finissez. Puis maintenant on arrive à anticiper un peu mieux. Bon, l'environnement de travail, j'en ai parlé, c'est la cantine qu'on a fabriquée. Là on a un devis en cours sur l'aménagement de nouveaux locaux sociaux, davantage de casiers pour laisser ses affaires. Et la reconnaissance, bon ça c'est encore un gros chantier, on verra après la charte, c'est notamment la transparence sur le calcul des primes. Et c'est la reconnaissance aussi par le supérieur direct, donc on est en train de consolider le rôle des chefs d'équipe. Et puis la reconnaissance lors de l'entretien individuel. Vous imaginez 80% de personnel saisonnier, on ne fait pas 80% d'entretien individuel. Alors on est allé tranquillement sur l'identification de saisonniers clés qu'on voulait conforter, qui était vraiment majeur sur la pérennité des savoirs, toujours, le même sujet. Et on les a pris en entretien individuel. Bon, qu'est-ce qui s'est bien passé, même passé cette saison? Est-ce que tu continues avec nous l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu voudrais être formé en interne? Et ça marche. Sur les saisonniers clés, il y a des calculs de primes un peu différents aussi. Et petit à petit, on aimerait l'élargir pour avoir toujours moins de nouvelles personnes, quoi, consolider un noyau dur. Alors pourquoi on est parti sur la charte? Pour trouver une autre manière d'écouter les équipes. Vous avez vu qu'on a été un peu expérimentateur, on a essayé un peu différentes choses, on tâtonne, on voit comment ça réagit à l'intérieur de l'entreprise. Revoir les règles du travail ensemble, aller au-delà simplement du règlement intérieur. Revoir cette charte, mais de manière co-construite, avec une équipe mélangée qui soit vraiment la représentation de l'entreprise. Et mettre les bases du dialogue social. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, nous sommes simplement au procès verbal de carence au niveau des délégués du personnel. Donc, tout à l'heure, ce que je vous disais, l'histoire de l'engagement et de la communication, on a des délégués personnels qui sont usés et puis qui ont dit nous, on ne renouvelle pas notre mandat. Donc, il n'y a pas de dialogue social. Donc, il fallait reconstruire la confiance, notamment par le recrutement de management intermédiaire qu'on a fait, les rituels de communication qu'on a mis en place 1 fois par semaine, parfois 2 fois par semaine, et maintenant la charte sociale pour redonner confiance aux gens, et puis j'espère aboutir sur l'élection des délégués du personnel qui voudront bien. Et c'est ça, tu me dis bien, tu as des gens qui ne veulent plus l'être.
C'est ça. C'est vrai, parce qu'a priori tout va bien, qu'on estime qu'il n'y a pas besoin d'un délégué du personnel. Ah non, si ça sert à rien, on ne sera jamais écoussé, mais franchement, on ne va pas se coller à ce rôle-là, quoi. Alors c'est inverser la vapeur, c'est ça notre véritable objectif là, c'est d'inverser la vapeur, c'est de leur dire mais si justement on a besoin de vous. C'est pas parce que vous êtes des saisonniers ou c'est pas parce que vous êtes juste un opérateur que si vous avez envie de jouer ce rôle-là et si les autres vous reconnaissent dans ce rôle-là, nous on ne mettrait pas des instances de dialogue. Alors c'est peut-être simplement un rendez-vous par mois ou tous les 15 jours ou autour d'un café, on fait le point, ça va, l'ambiance est bonne. Là, on a travaillé des heures de fou parce qu'on a eu énormément de travail. Est-ce que les gens l'ont bien vécu? Est-ce qu'on a suffisamment communiqué? Moi, j'ai l'ambition d'aller vers ça. C'est-à-dire des petits moments conviviaux régulièrement, une fois par mois, 2 fois par mois, où on fait un petit point tranquillement sur ce qui va pas. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, par contre, on en prend acte. Et on répond. Quand vous nous demandez de mettre un spa au milieu de l'usine, évidemment, c'est pas possible. Enfin, d'être capable de valider ou non les propositions, mais au moins de les écouter. Nous aussi, on apprend. Hein. Donc, je suis allée trop vite. C'est pour ça que pour nous, c'était important. C'était mettre en place les bases du dialogue social. Parce que vous avez bien compris que pour nous, avoir autant de personnels saisonniers, si on arrive à avoir des gens qui sont bien chez nous, qui ont envie de revenir, on a déjà beaucoup gagné, quoi, en productivité, en image de marque, en confiance dans l'entreprise. Et forcément, c'est une approche qui est concertée avec la direction. Et quand on l'a expliqué avec l'ensemble du personnel, et on a expliqué que c'était déjà un sacré pari de la part d'une direction dans son dialogue social avec l'ensemble de son personnel. Et en ce sens, sur ce sujet-là, c'est vrai que l'ensemble de la station nous a vraiment renvoyé une image positive. Les gens s'y sont intéressés, ça a créé comme une espèce de buzz à l'intérieur de l'usine, où il y a des gens qui discutaient. Toi, tu vas y aller, tu vas aller faire partie de l'équipe. Moi, non. Bon, mais si tu vas pas, moi, je fais partie de ton groupe, j'irai. Et s'il y a des choses à dire, tu me les diras et je les porterai au groupe. Donc, moi, j'ai été assez bluffée par la façon dont les gens ont réagi. Parce que c'est quand même un sacré pari. La charte sociale qu'on fait dans le cadre du 3D, c'est-à-dire le club Destination Développement Durable qui fonctionne au niveau de Bordeaux, en Aquitaine, et qui est porté par la Fédération des coopératives agricoles d'Aquitaine, mais qui commence petit à petit à s'élargir à d'autres domaines. C'est ça. Valeur numéro 1, respecter les hommes et les femmes de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on fait pour respecter les hommes et les femmes de l'entreprise? Alors parce que là je vous ai donné que les titres. Mais respecter les hommes et les femmes, c'est la direction s'engage à avoir un comportement respectueux, poli, courtois vis-à-vis des salariés, ne pas faire preuve de violence verbale ni physique, de nature à porter atteinte au droit à la dignité des collègues, à altérer la santé physique ou mentale ou à compromettre leur avenir professionnel. C'est sensibiliser les salariés et l'encadrement sur les pratiques non respectueuses et leurs conséquences. Mettre en œuvre une écoute permanente, de proximité, en étant accessible à l'ensemble des salariés. Évaluer l'ambiance de travail au sein des équipes et notamment rester vigilant sur les bonnes relations interpersonnelles. Identifier les axes de progrès potentiels et arbitrer tout conflit latent au sein de l'entreprise. Organiser un moment de convivialité chaque année avec les salariés, repas de Noël, des moments où les gens peuvent se retrouver en dehors du contexte professionnel. Et en contrepartie, la direction encourage le salarié à avoir un comportement poli, courtois vis-à-vis de ses collègues, avoir une attitude bienveillante vis-à-vis des nouveaux venus, des stagiaires, des prestataires et des fournisseurs intervenant dans l'entreprise, favoriser la cohésion de son collectif de travail en évitant notamment les phénomènes d'exclusion et de discrimination, et favoriser un dialogue social constructif et ne pas hésiter à remonter les informations. Qui reste dans son coin à broyer du noir, ramener ça au... Bon, ça c'est un exemple. La valeur numéro 2, c'est reconnaître les mérites, on en parlait tout à l'heure, ça peut être les salaires, mais ça peut être l'entretien individuel. C'est comment est-ce que je reconnais, là, vous avez travaillé comme des fous depuis 3 semaines parce qu'on avait énormément de commandes. Bon, et vendredi, on finit à midi et puis on se fait un repas tous ensemble. C'est bravo, vous avez super bien travaillé, on s'en est bien sorti cette année. Enfin, c'est des petites choses, mais c'est justement le groupe qui va les inventer. Développer, garantir l'égalité des chances. Donc ça, c'est un sacré sujet. C'est comment je m'assure que je garantis de la même manière les chances aux personnes qui vont se présenter. Comment je m'assure que... On va regarder.
c'est éviter les privilèges. Par exemple, les places de parking réservées. La cantine réservée aux cadres par rapport à la cantine pour les autres. Rendre accessible la formation à l'ensemble des salariés. Alors nous, on a une contrainte qui est liée à la saisonnalité. Donc, comment on respecte ça en ayant 80% de saisonniers à certains moments? Ne pratiquer aucune forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les origines ethniques, sociales, la religion, les convictions, les opinions politiques, la naissance, le handicap, donc toutes sortes de discriminations. C'est pas Antoine fait partie de l'équipe de rugby, donc tu vas venir travailler parce que je me suis engagée auprès du club. Et ça a un sens chez nous. Assurer l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Ça aussi, non mais moi, les caristes, c'est forcément des hommes. Parce que je trouve que chez nous, c'est que des femmes. C'est pour dire, parfois, on affecte des postes à plutôt des hommes ou plutôt des femmes. Donc moi, je justifie. Chez nous, ça peut arriver. Il y a des postes qui sont très très physiques. Il faut franchement être costaud. Donc, c'est plus souvent des hommes qui ont ce poste. On a une exception quand même. Développer les compétences, c'est investir dans la formation, quel que soit le niveau. Développer les compétences, c'est aussi, chez nous par exemple, on a des gens qui font des boulots de logisticiens, qui ont au niveau bac, et qui se sont construits, ça fait 20 ans qu'ils sont chez nous, ça mériterait de faire une valorisation des acquis professionnels. Donc ça, c'est des choses qu'aussi l'entreprise pourrait réfléchir, auxquelles on pense, mais pour le moment, on ne sait pas comment le faire, alors on y va pas à pas. Améliorer la qualité de vie au travail. Alors, améliorer la qualité de vie au travail, c'est un espace convivial, de vie sociale, un endroit où on peut mettre des petites annonces, un endroit où on peut communiquer, un endroit où on peut se poser, un véritable endroit du personnel où les gens peuvent se retrouver. C'est former les salariés aux règles de prévention des accidents du travail, impliquer les salariés et les instances représentatives du personnel lors de l'actualisation du document unique. Moi, je suis partie prenante. Dans le document unique, on va aussi travailler sur l'ergonomie des postes. Bon, je donne mon avis. Mais la direction me permet de le faire aussi, c'est dans les deux sens. C'est pour ça que c'est un sacré pari. Analyser en concertation avec les salariés, les postes de travail, les facteurs d'ambiance. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie au travail. Sur la partie éthique et sociale, c'est concilier vie personnelle et vie au travail. Quand on est saisonnier comme nous, il y a certaines périodes où la vie personnelle elle a plus le temps de s'exprimer parce que les plannings de commandes sont trop importants. Donc comment est-ce qu'on le gère? Évidemment, on est dans le respect de la réglementation du travail, mais comment on fait pour que ce soit possible? Alors chez nous, petit à petit, ça se construit. C'est une notion d'intérim. Donc on commence à faire de la polyvalence sur les formations pour que certaines personnes soient capables de faire 3 ou 4 postes différents. Et on a essayé de mettre des personnes en surnombre par équipe pour gérer les malades, les absents, toutes les causes d'absence qui peuvent finalement après se traduire positivement. J'ai besoin de ma demi-journée parce que mon fils est malade, il s'est cassé le bras, n'importe quoi. Il fut un temps où les saisonniers ne pouvaient jamais prendre une demi-journée. Maintenant, on s'organise. Si c'est dit à l'avance, bon, si c'est sur le bras cassé, c'est difficile, mais si c'est dit à l'avance, on essaie de rendre les choses. On va se casser le bras demain. Mais maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire que ce n'est plus un sujet interdit. On n'est pas joué corps et âme à la chaîne pour fabriquer. Si chacun a besoin d'un peu de temps, dans la mesure où c'est exprimé à l'avance, on s'organise. Et maintenant qu'on a réussi à former suffisamment de personnes sur différents postes, je sais qu'un tel, il sait faire 3 postes différents, donc il te remplacera. Voilà. Et ça se passe bien mieux, quoi. Réussir le dialogue social, bon, ça on va bien voir ce que le groupe va nous inventer, mais c'est d'abord le dialogue. Et pratiquer l'éthique dans les relations avec les tiers, c'est notamment les relations dans les achats. C'est vrai que mon beau-frère a une entreprise de trucs, alors donc j'ai dû acheter ces matières premières parce que c'est mon beau-frère. Donc, la relation éthique, c'est aussi comment est-ce qu'on organise avec sa sphère d'influence rapprochée, des relations qui soient équitables et transposables, qu'il n'y ait pas de favoritisme. Ça, c'est les grandes bases. Et je vous parle encore une fois, je vous parle de quelque chose que nous, on démarre, parce qu'on a mis le pied dedans aujourd'hui. Donc les groupes de travail, ils n'ont pas encore été mis en place. Alors le groupe de travail, il a été formé au déroulement de la charte il y a 15 jours de cela.
Et voilà, j'y arrive. Et maintenant, c'est des entretiens individuels avec le consultant en RH qui nous fait un audit social et qui va nous sortir un diagnostic avec les forces et les faiblesses de notre organisation de travail. Puisque donc, le déroulement de la démarche, c'est que la direction des entreprises 3D veille à la traduction et à l'application des valeurs éthiques et sociales énoncées dans la charte. Cette charte, elle est diffusée à chaque salarié. On est sur des valeurs de transparence. Et le respect de la charte sera examiné annuellement une fois que le groupe de travail aura co-signé avec la direction. Comment est-ce qu'on traduit, là c'est des exemples que je vous ai donnés, mais comment est-ce qu'on traduit chacun des grands chapitres à notre entreprise? C'est un engagement réciproque, c'est un contrat. Donc une fois par an, on s'assure qu'on a respecté le contrat, dans les deux sens. Et on mesure. Et on le mesure. On détermine des indicateurs. Chaque entreprise est libre de se les choisir, mais il faut qu'ils soient suffisamment pertinents, comme toujours. Que tu année sur l'autre, on puisse voir que ça Voilà, voilà. Alors nous, on s'est engagé à commencer petit. On leur a dit que le Qatar n'avait pas investi dans l'entreprise. Donc de toute façon, on était limité sur les moyens financiers, mais qu'il y avait une véritable volonté de la direction pour revoir les pratiques. Parce qu'il y a certainement des choses qui ne coûtent rien, mais c'est juste du savoir-être, ou du comportement, ou de la méthode, ou un peu de rigueur, quoi. Dans le groupe que vous avez à 3D, vous êtes les seuls à avoir autant d'intérim, enfin de personnel saisonnier. Je pense pas. Il y a une entreprise Rougeline qui travaille dans la tomate, Ah, qui tomate, est oui. très proche de nous. Rougeline, ils commencent comme ça, comme nous aussi, dans le même wagon. Après, c'est plutôt des entreprises vitivinicoles. Mais oui, c'est moins. Alors, je pense qu'ils ont plus de Il y a un personnel yo-yo permanent. aussi, hein? Oui, il y a du yo-yo, mais Moins que vous, quand même. je pense. Ouais. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. On n'a pas commencé encore à faire oui, du benchmarking, parce qu'on débroussaille. Pour nous, c'est tout neuf. Voilà. Et après, bien sûr, on parlait des indicateurs qui nous permettent de mesurer d'une façon. Donc, comment ça se passe? Constituer une équipe de travail. Il y a la réunion de préparation et de lancement qui a eu lieu. Comment ils ont réagi? Ah bah c'était super. Moi je me suis dit, oh là là, la charte sociale, le 3D nous propose, ça fait 2 ans que je tourne autour et je me dis on n'est pas prêt, quoi. Ça va faire une bombe, on va créer on va susciter des envies et est-ce qu'on sera capable de ne pas les décevoir, parce que ça c'est quand même terrible après de récupérer des déceptions, des frustrations. Et puis finalement on a eu la chance d'être retenu par la MSA pour bénéficier d'un financement pour mettre en place la charte sociale. Donc on s'est dit, faut qu'on y aille. On a On n'a plus le choix. Allez, on. Et puis heureusement, en parallèle, on travaillait sur le lean avec le consultant là, qui nous accompagne. C'est du coaching aussi, on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur le management. Donc heureusement, ça avait fait un peu de préparation, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Et du coup, quand on l'a présenté à la direction, au management intermédiaire et à l'ensemble du personnel, alors surtout à l'ensemble du personnel, il y a eu un intérêt, mais moi j'ai été bluffée. Il a fallu demander une journée de diagnostic supplémentaire pour pouvoir passer toutes les personnes qui voulaient participer. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait très peu de personnes intéressées, à peu près représentatives de mes taux de réponse aux enquêtes du personnel, et c'est le contraire qui s'est passé. Ce que je vous disais, ça a fait le buzz dans la station, les gens se sont parlé, ils ont échangé, est-ce que tu crois qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut faire confiance? Et même des personnes je n'imaginais pas, se sont positionnés dans le groupe. Voilà. Donc, Oui, enfin, il y a eu une ambiance chez vous quand même globale déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire que c'est pas d'aujourd'hui que vous pensez à ce genre de choses. Ah non, on travaille sur l'amélioration des relations humaines depuis 2004. Oui. Mais avec un personnel qui change tout le temps. Ouais, mais ça se sait, ça se sait que ce que vous dites, vous le faites. Ambiance d'usine, non, pas forcément. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'année après année, on a gagné des millimètres. Oui, Et certainement que ça a été utile et que quand on a présenté ce projet de charte, eh bien, les gens avaient suffisamment confiance en nous pour dire allez, je participe. Si tu as 60% de gens qui reviennent, déjà, Oui. globalement, c'est qu'ils ne reviennent pas par force. Non. Enfin, Oui. parce que c'est des boulots qui sont physiques quand même. Non, mais oui,
Bien sûr, il y en a qui trouvent leur compte, je suis d'accord. Donc voilà, et puis après, quand les entretiens individuels seront terminés, le diagnostic sera présenté à la direction, avec les points forts et les points faibles, pour déjà préparer les réponses, parce que c'est pas simple. C'est un sacré pari quand même. Hein. Puis c'est courageux de la part d'une direction aussi de lancer ce genre de démarche. Et ensuite, ce sera présenté au groupe de travail qui dira bon, bah alors d'accord, ça c'était les points forts, ça c'est les points faibles. Bon, bah, les points forts, on peut déjà les mettre dans les bonnes pratiques chapitre par chapitre. Et puis les points faibles, eh bien, on fait un plan d'action avec l'accord de la direction qui valide au niveau du budget, au niveau des délais, au niveau des moyens à mettre en œuvre ce qu'on fait. Et ça, donc, on aura deux après-midi de travail sur ça pour traduire la charte en action. Et ça se finira par une charte signée, présentée à l'ensemble du personnel, avec, je pense, une vraie animation autour de ça. On invitera évidemment la MSA et plus seulement l'inspection du travail, enfin, toutes les personnes, toutes les parties intéressées qui gravitent autour de la gestion des zones, pour que ce soit un vrai engagement, quoi. Oui, quand tu dis c'est la Un MSA, événement. c'est pas la CARSAT, c'est la MSA. C'est le service prévention. Ils cherchaient en fait une entreprise agricole dans comment ça s'appelle, c'est le Grand Sud-Ouest, enfin c'est la partie Landes et Midi-Pyrénées, et puis une autre qui représente plutôt, c'était Rongeline, du côté de Marmont. Donc chaque MSA a sélectionné une entreprise agricole, et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Juste pour un petit détail, donc l'équipe de travail, vous voyez que les saisonniers, c'est un sacré pari. C'est pour ça que je répète, mais la direction est courageuse. Parce que 53% des gens qui vont construire la charte sont des saisonniers. Et dedans, il y en a qui ont 20 ans d'ancienneté, il y en a qui sont arrivés cette année. Donc il y a vraiment de tout. 20% de cadres et 27% d'employés permanents. Et la répartition, elle s'est faite comment? Au hasard, parce Au que hasard. c'est des gens qui sont positionnés, ils t'arrivent à ce résultat. D'accord. Oui, parce que je me suis dit, oulala, si je dois faire du tri, comment je fais? Non, on aurait pu dire 50 saisonniers, 25, enfin, je dis Mais je savais tellement pas où j'allais, je savais tellement pas la réponse des équipes. Il me fallait, j'ai juste motivé tout le monde en disant il me faut une personne de chaque service. Sinon, il y a un service qui ne sera pas représenté, c'est pas possible. Donc ça a demandé un peu de bataille. Hein. Il y en a, ils avaient tous dit non, donc on est allé un peu les chercher. Et puis après, toutes les équipes se sont parlé entre elles et ils ont réussi à me trouver des représentants. Pendant l'équipe du contrôle qualité, elles m'ont amusée parce qu'elles se sont réunies. Et c'est pas la contrôleuse qualité permanente qui a été retenue, c'est une contrôleuse qualité saisonnière qui revient depuis plusieurs années. C'est elle qui a été choisie pour être porte-flambeau de cette équipe-là. Donc ça prouve qu'il y a moins de... Enfin, il n'y a pas trop de clivage entre permanent et saisonnier. Il y a des équipes qui fonctionnent vraiment en équipe. Mais quand on voit le pourcentage, on se dit que c'est plutôt bien réparti. Ouais, ah ouais, mais moi j'ai trouvé ça super. Ouais. Et bon, au niveau des métiers, c'est assez représentatif parce que ici c'est les équipes d'emballage. Après il y a à peu près, un représentant de chaque service. Pour ça qu'on est à peu près toujours sur les mêmes pourcentages. Donc ça c'est tous nos métiers. Dans ces équipes de travail, donc il y a un animateur où vous animez ces équipes. Alors. Il y a donc quoi, une dizaine de personnes, 15. 15, et pour les temps de parole, pour arbitrer, comment vous faites Mais on va voir. Parce que là on est sur la phase diagnostique. Donc on va voir. En tout cas, c'est le consultant. On est accompagné par un ancien DRH qui a conduit les premières chartes sociales du 3D, celle qui était pilote. Il connaît bien son métier, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. C'est pas nous qui le faisons, quoi. Vous voyez déjà des similitudes au niveau de la démarche avec la démarche, le projet que vous avez mis en place, le Lean. Est-ce que vous sentez que ça va se jouer de la même manière, comme ça il y a un bouleversement, j'imagine, le Lean, et ça aussi Alors, je sais pas deux choses qui vont être menées de la même manière. J'ai plutôt envie de dire qu'elles contribuent l'une à l'autre, parce que c'est des méthodes qui n'ont rien à voir. Le Lean, on est plus sur travailler avec les chefs d'équipe, déjà revalider l'organigramme, qui fait quoi, valider le rôle des chefs d'équipe,
voir de quoi ils ont besoin pour piloter, observer les gaspillages, mettre en place des indicateurs, les faire valider par les chefs d'équipe pour qu'ils les portent et puis qu'ils les animent dans des rituels. Ça, c'est plus la direction qui apporte une méthode et après qui la co-construit. Alors que là, ça vient du bas, quoi. Là, si on part sur un audit social qui va faire remonter des choses et qui va être pris en compte par la direction. Donc là, on marche dans les deux sens. Hein. Et je trouve que d'avoir préparé le terrain avec le Lean, avec là c'est pareil, un coach là qui discute avec les uns, les autres, qui dit mais c'est quoi tous ces cartons par terre? Et là ces fruits qui sont tombés, mais tous les gains de productivité en donnant des idées. Et du coup les gens se mettent bah oui c'est vrai, comment est-ce que ça tombe? Ah bah oui tiens le mécano il a oublié de me mettre un truc. Je dis n'importe quoi là. Mais le Lean ça peut être par l'observation des flux, des gaspilles de manière générale, enfin, c'est pas forcément des gaspilles, mais c'est des dysfonctionnements qui fait qu'on perd de l'argent, si on perd des fruits, si on perd des cartons, si on perd du temps. Et puis de l'autre côté, plutôt de dire, pour consolider cette approche d'efficacité économique, il faut des gens qui ont envie d'adhérer au projet général. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout la même méthode, mais qu'un projet contribue à l'autre. Et nous, on a été un peu surpris par le calendrier de mettre tout ça en même temps. On s'est dit, voilà, est-ce qu'on va y arriver? Et en réalité, ça fonctionne bien ensemble. Je pense que finalement, c'était pas fait exprès, mais c'était une chance. C'est un challenge parce que dans le Lean, des fois, il peut y avoir certaines démarches un peu culpabilisantes où on vient nous montrer qu'il faut être effectivement habile dans la communication. Ouais. Donc la charte sociale vient contrebalancer, effectivement. Mais le Lean aussi, c'est, d'après ce que je crois comprendre, c'est aussi tiré par le client, c'est le client qui décide le flux. Hein, oui. Vous ne savez pas du jour au lendemain ce qu'on avait demandé. Donc ça demande beaucoup de flexibilité pour vos salariés. Et là, ça... Mais la flexibilité, je pense qu'on y avait déjà travaillé. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des époques où on faisait toujours la même chose, on fabriquait des camions toujours de la même manière. Et on pouvait facilement savoir à l'avance que serait le programme de la semaine prochaine. Et puis petit à petit, notre métier a changé, nos clients ont changé, nos marchés ont changé. Et on est rentré progressivement dans cette flexibilité obligatoire. Jusqu'à finalement dire aux équipes, bon alors, à l'embauche, on vous prévient, notre métier c'est du frais. Donc on est dans l'hyper réactif, donc il faut que vous soyez prêts à ça. Donc on a essayé de s'organiser pour qu'il y ait moins de débordements d'horaires, ça c'est sûr. Mais de l'autre côté, on a dû valider dès l'embauche avec chacun que notre métier c'était la flexibilité, qu'il fallait accepter de jouer ce jeu-là parce que de toute manière c'était notre métier. Donc ça on l'avait un peu déblayé, pas à pas, au fur et à mesure que nos marchés ont changé. Toujours pareil, ça rentre dans une démarche et c'est pas quelque chose qui est mis en place comme ça de but en blanc. Il y avait déjà quelque chose qui était et là on met vraiment en place un outil pour un petit peu optimiser cette démarche-là. C'est ça. Ce qui est important, c'est déjà quel est le projet d'entreprise et comment est-ce qu'on utilise les outils pour contribuer à ce projet d'entreprise en réalité. Il faut déjà qu'il y ait une dynamique derrière que ce soit. Sinon on peut partir dans tous les sens. Hein. Et là c'est vrai que nous nous c'est du produit agricole, hein, donc on n'a pas trop de marge, il ne faut pas trop se tromper. En plus on a un engagement de rémunération de nos producteurs, donc ça nous mène, hein, parce que s'ils ne sont pas engagés, ils peuvent partir. Dans un contexte de maladie, donc il faut qu'on soit bon et performant. Et on se dit, qu'est-ce qui peut être performant? C'est l'organisation, c'est les hommes, c'est les machines aussi, mais on l'a mis dans l'organisation. Voilà. C'est pour ça que finalement, Laurent Lévesque il dit c'est le Lean responsable. Oui, c'est ça. Mais ça tombe bien, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur serrer les boulons partout et puis licencier du monde, c'est pas du tout ça. C'est faire le mieux possible avec les gens qu'on a, les outils qu'on a, en les faisant fonctionner de la manière la plus... Oui, c'est pas un Lean automobile. La plus fluide possible. C'est-à-dire que si on a la bonne information au bon moment, on prendra la bonne décision. On n'aura pas besoin de faire des allers-retours. Oh, mais tu m'avais dit ça, mais non, c'était pas comme ça. Voilà, regarde, j'ai commencé, maintenant il faut tout refaire. Enfin, peu importe. Ça arrive partout dans toutes les usines. Mais ça veut dire revenir à la source et anticiper le plus possible dans la mesure où on peut le faire. Et que ce soit aussi un état d'esprit, un changement de posture au niveau des équipes. Et pour ça, la communication est importante par le biais des rituels. Et du coup, le fait de rajouter la charte sociale avec l'audit, les entretiens individuels, on y croit en fait. On se dit, au moins, les gens pourront s'exprimer.
C'est confidentiel, c'est dans une salle fermée, il n'y a personne qui les dérange. On n'aura qu'une synthèse globale avec les grands points forts et les grands points faibles. Et on s'engage en plus à le restituer à l'équipe pour le sujet. Voilà. Et cette charte sociale, elle vient de la direction ou elle vient d'autres personnes qui ont fait remonter à la direction que ce serait bien de le faire? Non, c'est arrivé parce que le 3D l'a mis dans ses actions. Nous, on fait partie du 3D. On s'est dit, ce serait bien, mais bon, nous, on ne sera jamais prêts. Donc il y a d'autres entreprises qui se sont portées pilotes, cobayes, qui ont validé la méthode, notamment les vignerons de Tutiac, et qui nous ont fait un retour d'expérience. On dit, c'est vrai que apparemment ça s'est bien passé, mais bon, nous, on sera quand même jamais prêts. Et puis un jour, la MSA a dit, non, mais vous serez forcément prêts parce qu'on vous a choisi. Ah, d'accord. Donc on a réfléchi autrement, et on s'est dit, après tout, c'est une chance, il faut la prendre. Et profitons, on a 6 mois là pour préparer le terrain, donc on a mis la gomme sur la communication, sur les rituels. Et donc c'est pas... Ça a pas été, on nous a un peu forcé la main, plutôt encouragé. C'est trop tard. Hein. Au revoir. Bonjour. La station est représentée à 73% dans le groupe de travail. Le groupement des producteurs garde en pile, mais enfin ils sont que 3, donc c'est un peu normal. Et puis la société cyclique, on n'est que 7. Et après, ici, il y a 60 personnes. Ah oui. Donc c'est assez représentatif quand même. Voilà. Notre chef d'équipe, Thomas, qui est pilote sur le Lean, qui tout seul a dit, moi je fais partie du groupe, de la charte sociale. Et puis Véronique, qui travaille chez nous depuis plus de 10 ans, ou une dizaine d'années, et qui a dit, mais moi je travaille aussi dans d'autres entreprises agroalimentaires et j'ai quelque chose à dire. Donc on est très contents. C'est pas simple, c'est assez stressant comme approche parce que c'est très courageux. Qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce qu'on va être capable de maintenir les envies et savoir les satisfaire sans créer de la frustration et du découragement? Voilà, dans une entreprise qui n'est qu'une usine de travail à la chaîne avec des moyens qui restent limités, quoi. On va pas aller faire des séminaires de saut en parachute ou des choses pour la cohésion d'équipe. On va utiliser des moyens qui sont très simples de travailler ensemble au quotidien. Voilà. Un joli kiwi pour terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le travail de la... Il a parlé du psychologue du travail Ouais. qui avait donc fait des entretiens et donc avec des effets positifs, les gens se sont sentis écoutés. Ça a été un bon prémisse pour... Ah, je pense. C'était brouillon, on a tout fait par hasard. Tiens, on va faire une enquête du personnel. Le MFQ, on avait proposé une. Après, il y a la RAC qui nous a proposé d'être cobaye sur son GPS. On a dit oui. Je crois qu'on a dit oui, en fait. Sans que ce soit une démarche vraiment cohérente, logique, réfléchie, anticipée. Et c'est sûr que tous ces petits bouts de puzzle, finalement, trouvent une vraie cohérence. Et cette personne-là, Julie Magne, qui est devenue psychologue du travail depuis, a eu une approche au niveau des gens qui était, moi, j'ai trouvé vraiment positive. Après, le compte-rendu qu'elle nous a fait, on n'a pas pu tout prendre en compte, parce que les gens peuvent avoir des attentes, et l'entreprise ne pas être en mesure d'y répondre, soit parce que ça ne va pas dans le sens des orientations de l'entreprise, ou soit parce que ça représente un budget. Et donc on n'avait pas trop exploité. Mais toutes ces informations-là, par contre, sont allées chez le consultant qui nous accompagne, qui s'en sert pour mieux comprendre le contexte de ces entreprises et pour avoir une écoute encore de meilleure qualité lors des entretiens qu'il a. Là, ce soir, il était ravi, hein. Il était très très content des gens qu'il avait rencontrés, parce que toutes les personnes qui se sont désignées, de toute manière, elles avaient des choses à dire. Mais on n'est pas dans leur revendication, hein. C'est des gens qui ont des choses à dire parce qu'ils ne sont pas contents, mais parce qu'aussi ils ont des idées. Donc il reste encore 2 journées d'entretien à vivre avant d'avoir le résultat. Il y a combien de personnes en tout? 15. D'accord. 15, dont les 2 anciens délégués du personnel. Ah. Ça m'a rassurée, je me suis dit, mais finalement, ils n'ont pas lâché le sujet. Voilà. La MSA vous demande quel type de retour par rapport justement à... Elle participe à toutes les réunions. D'accord.
ils viendront récupérer la charte, ils viendront participer à la publication de la charte. Je pense qu'on fera un événement convivial autour de cela, quoi. Parce que ce qu'on apprend aussi, parce que bon, j'arrête pas de le dire, mais on est une petite entreprise et chacun, on est devenu cadre, on a grimpé petit à petit, mais au départ on était 5, après 15, après 20, etc. Donc ce qu'on apprend aussi, c'est la délégation, c'est à faire monter en puissance un management intermédiaire, c'est leur donner les moyens d'avoir envie de s'épanouir et puis de porter certains sujets, et plus seulement faire conditionner des fruits. C'est aussi donner son avis sur une partie de sécurité, sur un volet hygiène, une qualité de vie au travail, une possibilité de s'exprimer. Donc je pense que c'est aussi ça l'intérêt. Ça correspond à une étape de développement de maturité de nous, cadres, pour faire grimper un management intermédiaire qui ensuite aura le moyen d'expliquer à son équipe. Donc je pense que c'est vertueux. Mais on est sur la corde raide. C'est la vie. La vie, c'est pas l'équilibre, c'est le déséquilibre dynamique. Vous savez où ils sont, les intérimaires, enfin les saisonniers, à notre moment. Oui. Et donc, non, je savais bien que, est-ce qu'il y a une rencontre entre les responsables inter-entreprises qui embauchent les gens? Est-ce qu'il y a une sorte de... Il pourrait y avoir une sorte de groupement virtuel d'employeurs, parce que ce que vous allez faire, ça va induire immanquablement chez les autres, parce qu'ils ne sont pas au courant, ça va tourbillonner à côté. Voilà. Oui, mais on est en relation, puisqu'il y a une entente tacite. Que nous, on libère certains saisonniers clés chez nous pour qu'ils aillent continuer la saison chez Géant Vert, là, c'est Rétram, et vice-versa. Donc là-dessus, c'est très fluide. Nous, on a des saisonniers qui travaillent toute l'année, en réalité. Et on sait quel poste ils ont dans l'entreprise d'à côté, et on en tient compte pour le poste qu'ils ont chez nous. Ou pas forcément, mais quand on sait qu'ils ont aussi d'autres compétences, ça peut nous permettre, quand on a un besoin ponctuel, d'y faire appel. Donc c'est vrai que ça pourrait s'organiser davantage. Oui, mais c'est ça. En conclusion, on pourrait imaginer que les autres entreprises du bassin se mettent aussi à avoir une charte sociale. Ah oui, plus loin, c'est-à-dire que sur un an, tu peux donner de l'emploi à quelqu'un, lui assurer un an de vacances s'il avait un an. Oui, un groupement d'employeurs. Voilà. Mais on a déjà des gens qui travaillent presque. Ça dépend parce que quand il y a des heures, beaucoup d'heures supplémentaires, ça court après. Comme c'est de la récupération, quand ton contrat s'arrête, tu peux avoir un mois de salaire en plus après derrière. On a aussi des jeunes mamans qui profitent de ça, qui ne travaillent que chez nous parce qu'elles profitent de l'été pour s'occuper de leurs enfants et elles reviennent à la saison où elles font un peu de travail en verger dans la société agricole que l'on a. Il y a des arrangements quand même. Parce que juillet, vous n'avez pas de saisonnalité pour ça. Non, il n'y a plus de kiwi. On est en plein nettoyage, bilan, maintenance, voilà. Il n'y a plus rien. Voilà. Une démarche pour régler les conflits, l'encadrant de proximité qui va être à l'écoute tous les jours, les réunions de travail pour la charte, et puis aussi j'imagine les réunions qui continuent avec le Lean. Tout ça c'est du temps de travail en interne qui vous est un peu couvert par, j'imagine, un peu la MSA pour cette phase d'expérimentation mise en place. À terme, ça va vous coûter en termes de dépenses internes. Est-ce que vous avez une réflexion pour savoir jusqu'à quelle limite vous allez, en termes de temps consacré à cette concertation? Est-ce que ça va être fluide? Est-ce que ça va être couvert? Bon, alors on n'a pas réfléchi précisément au temps que ça allait prendre. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on a alloué les 2 après-midi de travail sur la charte, aussi parce que c'était dans le budget. Ensuite, au niveau des réunions Lean, c'est vraiment des points d'information. Donc le temps des permanents qui travaillent dessus, c'est du temps masqué. Et le temps des saisonniers, des opérateurs de chaîne, après, ce sera du temps qui sera intégré au temps de la production. Parce qu'on estime que de toute manière, pour bien travailler, il faut avoir la bonne information. Et on part sur des temps qui sont très courts. Ça peut être juste 10-15 minutes pour donner les 4 informations clés qui seront nécessaires, quoi. Plutôt que de perdre du temps à aller chercher l'info, en fait c'est plus remplacer ce temps qui est mal géré par du temps qui est bien organisé, dans la limite, parce qu'il y a un seuil incompressible, mais on est plus parti dans cet état d'esprit-là que de faire de la réunionnite, parce que bon,
pas forcément bien, c'est pas forcément utile non plus, quoi. En plus sur la réorganisation du temps. Et ça s'est passé aussi, ça a été rendu possible parce qu'on a de plus en plus tendance à former les gens à plusieurs postes. Donc on a un peu plus d'intérim interne, on peut un peu plus se faire remplacer. Et ça nous soulage. Avant, il y avait des ateliers, ils savaient faire qu'une seule chose. Maintenant, il y a des références qui peuvent passer sur n'importe quel atelier, parce que tout le monde, aussi bien les mécanos que les opérateurs, savent faire. Alors ça nous donne une souplesse qu'on n'avait pas imaginée avant, quoi. Donc il y a eu un peu des barrières à faire tomber. Et... Ah bon, mais je sais faire ça, moi, mais bien sûr. Mais d'habitude, c'est l'origine qui fait. Oui, essaye, tu verras bien, ça marchera peut-être. Du coup, maintenant, c'est autre chose. Avant, les stations étaient. Enfin, c'est encore un peu le cas, mais étaient vraiment en opposition les unes par rapport aux autres. Et maintenant, on commence à avoir des esprits de collaboration. Bon, est-ce que tu crois que l'autre station va nous aider à finir la commande pour qu'on finisse plus tôt Oui, ils ont presque fini ce qu'ils sont en train de faire. Après, ils basculent sur votre commande et ils viennent en renfort. Ah. Donc, c'est une autre manière de penser. Donc la gestion du temps, c'est pareil. C'est dans la mesure où c'est du temps utile, ben on le prend. Alors, du coup, donc vos équipes, vos opérateurs vont gagner en compétences par la polyvalence. Oui. Donc j'imagine, du coup, il va y avoir peut-être des revendications au niveau un peu salarial. On va Quand voir. vous allez arbitrer peut-être des différences de certains corps de métier. Oui. Oui, c'est un vrai sujet, ben, on verra, parce qu'on a commencé à y réfléchir, à voir est-ce qu'il y avait des équivalences en termes de responsabilité, de difficulté du poste, de temps de formation. Mais bon, je pense que ça viendra après. Hein. On ne veut pas donner trop d'espoir non plus tout de suite, parce qu'on a déjà essayé lors du premier GPS, on s'est dit super, on attaque le sujet des ressources humaines, et puis parfois on a un peu trop d'envie, et puis pas forcément les moyens de le faire. Donc là, on a vraiment choisi la méthode des petits pas, mais par contre, si on les décide, on va les faire. Et le personnel, on leur a vraiment expliqué ça dans ce cadre-là. Et les retours qu'on a, c'est que tout le monde l'a bien compris, quoi. C'est déjà bien d'avoir cette envie. On l'a fait à notre vitesse, à nos moyens. Et puis le but, c'est qu'à chaque revue de la charte sociale, eh ben, on ait monté une marche, quoi. C'est ça. Dans les formations que vous avez fait des formations à l'économie d'entreprise, par exemple, pour l'ensemble des salariés, qui comprennent un peu les enjeux, les marges, les coûts. Non. Les formations qu'on fait au niveau des équipes, c'est lié au travail. Comment bien faire son travail en prenant en compte les impacts liés à la qualité du produit, à la productivité, au respect de l'environnement, aux consignes d'hygiène, de sécurité alimentaire. Et je ne sais pas si je l'ai dit, la sécurité des hommes. Voilà, on reste comme ça. Après, l'économie d'entreprise, après, il y a forcément... Quand on parle d'environnement, on parle de gaspillage. Quand on parle de productivité, on parle de temps perdu. On va aborder ça d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus concrète et appliquée au poste de travail, quoi. Pour avoir des messages clairs qui soient facilement appréhendables par tous. Hein. Et les 40% qui ne sont pas dans la rotation, qui reviennent, vous avez un énorme budget, un énorme volume de formation à faire, parce qu'il faut repartir chaque fois de zéro. Ben oui, c'est pour ça qu'on a 3 jours à la rentrée. Les caristes, on a notre responsable des caristes, elle est formée pour être formateur. Donc on fait passer des autorisations internes. Et oui, après on fait du tutorat, il y a certains postes qui sont plus compliqués, donc on nomme un par un. Ça c'est plus du bon sens, quoi. Et après, est-ce que vous menez des enquêtes, je ne sais pas si c'est possible, sur justement les gens qui ne reviennent pas, savoir éventuellement pourquoi est-ce que c'est lié à un climat dans l'entreprise ou des choses qui leur convenaient pas? Non, ça on n'a jamais fait. Pour être personnel Ouais. Non, ça on n'a jamais fait. En fait, on préfère raisonner autrement, c'est-à-dire faire le point avec les gens avant qu'ils partent, pour voir avec eux s'ils ont un engagement de retour. Plutôt être dans une démarche positive. Voilà. Après, moi j'avais une contrôleuse, elle est parvenue parce qu'elle a décidé d'être assistante maternelle. Après, c'était un projet qui n'avait rien à voir. Hein. Après, ce que notre plaisir aussi, c'est pas le plaisir, mais c'est aussi la satisfaction. On a parfois des jeunes diplômés qui commencent chez nous et puis après ils viennent nous dire ça y est, j'ai trouvé du travail dans ma branche, je ne reviendrai pas. Mais nous, on est quand même contents de les avoir eus pendant une année parce que c'est des gens qui se sont vite adaptés. Voilà, il y en a un d'ailleurs, il est déjà reparti parce qu'on est devenu un chef d'équipe.
c'est pour dire, après, on a aussi une population, aussi bien des gens qui sont vraiment sans qualification, et pour l'usine, c'est vraiment important parce que c'est la manière d'avoir un vrai travail. On a des gens qui sont en chômage de fin de droit, qui ont eu des diplômes, qui ont eu des métiers, et puis qui arrivent là parce que finalement, ils sont en fin de droit, ils n'ont pas d'autre solution. Et il y en a certains qui ont l'ambiance de travail parce que c'est assez speed, ça les rebooste et ils repartent. Il y en a d'autres qui restent, on les retrouve d'une année sur l'autre. Et du coup, par contre, c'est des gens qui vont avoir pas mal de polyvalence. Donc, notre métier agricole simple nous fait gérer aussi des problématiques d'insertion, quoi, de réintégration par le travail. Il y a aussi une population justement de saisonniers qui voyagent beaucoup en camion, comme vous disiez, donc ils vont aller peut-être pas revenir l'année d'après parce que. Ah bah ceux-là, ça c'est sûr. Hein. Je sais pas, des pommes, des choses. Et justement, ceux-là, c'est ceux qu'on retrouve tout au début de l'année, là, dans ce grand pic. Il y en a certains, c'est normal qu'on les revoie pas, quoi, parce que la cadence est trop rapide. À partir de ça. Là, ce pic-là est tellement. Le petit pic du mois de novembre est tellement important. Il y a aussi des gens, ils ne s'impliqueront jamais chez nous parce qu'ils vont rester 3 semaines. Parce qu'il y a certains métiers qui ne durent que 3 semaines. Donc on ne peut pas leur demander non plus de vivre avec le cyclique dans le cœur, ça c'est pas possible. Ils ne voient pas vraiment l'entreprise dans ça, à part le speed et voilà. Bah oui. Donc c'est souvent des caristes qui sont là juste pour décharger des tracteurs de récolte. Et on a besoin d'eux que pour 3 semaines, 15 jours. C'est aussi la difficulté, c'est qu'il y a certains postes qui durent très peu de temps et qu'on ne refera pas avant l'année prochaine. Donc on fait un mix, mais bon, on va plutôt s'intéresser sur la population qu'on a sur janvier, février, mars, avril, qui est vraiment notre noyau dur. Et qui après aussi, si on arrive à créer une vraie culture d'entreprise, ils sauront la transmettre. Qu'ils soient simples, la question. Parce qu'ils sont quand même du coup 6 mois dans l'année. Bah oui. Oui, puis si on les. Si finalement. C'est l'équivalent d'un saisonnier au ski ou autre qui reste à environ. Ouais. Il y en a qui... Même moins d'ailleurs. Oui, parce que nous, ça peut durer jusqu'à 8 mois la saison complète. Pour ceux qui restent. Ouais. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Félicitations. On passe. On rien fait, c'est ça ? Oui, pour ceux qui se Pour ceux qui ont payé, pour ceux qui sont inscrits.